Salut à tous, si je vous dis d'imaginer un mélange entre Chine, Inde et Malaisie en plein milieu de l'Asie du Sud-Est, est-ce que ça vous semble crédible? En tout cas, ça existe à Singapour, un petit état très riche situé entre la Malaisie et l'Indonésie. Singapour se situe donc sur plusieurs îles tout au sud de la péninsule malaise et est séparé de la Malaisie par le détroit de Johor et de l'Indonésie par le détroit de Singapour. Il n'y a donc physiquement aucune frontière terrestre à part les deux ponts qui relient le pays avec la Malaisie. Pour comprendre le cas unique de Singapour, qui est à la fois une ville et un pays, il faut revenir en 1959. Les Britanniques viennent alors de donner l'indépendance à Singapour et le Premier ministre tout juste élu, Lee Kuan Yew, propose d'intégrer la Malaisie qui venait aussi de gagner son indépendance. C'est donc chose faite en 1963 lorsque Singapour devient un État de la Fédération malaise. Cependant, pour le gouvernement de la Malaisie, être malaisien c'est faire partie du groupe ethnique malais. Et le petit truc, c'est qu'en raison de son histoire coloniale, Singapour est essentiellement peuplé de Chinois. Le Premier ministre de Singapour, de son côté, pense que la nationalité malaisienne englobe toutes les ethnies qui peuplent le territoire et pas seulement les Malais. Du coup, en 1965, sous fond de tensions interethniques entre Chinois et Malais à Singapour, le Parlement malaisien prend la décision d'exclure le territoire de la fédération. À l'époque, c'est un coup dur pour Singapour qui se voit mal survivre seul sans le reste de la Malaisie. Du coup, vous imaginez bien que durant les années qui ont suivi, les relations entre les deux pays n'étaient pas au top. Cependant, aujourd'hui, elles se sont quand même pas mal améliorées. Les deux pays sont membres de l'ASEAN et ont beaucoup d'échanges économiques et de projets communs. Les relations de Singapour avec son voisin du sud, l'Indonésie, sont aussi assez bonnes et les deux pays échangent beaucoup économiquement. En tout, Singapour est constitué de 63 îles qui s'étalent sur plus de 720 km², ce qui fait à peu près la taille de Paris avec le 92, 93 et 94. Ce qui est assez surprenant, c'est que le pays ne faisait que 581 km² en 1960. Et pour s'agrandir, Singapour n'a pas conquis les territoires d'un autre pays, mais a plutôt conquis l'océan. En effet, pour héberger les nouveaux habitants et construire de nouveaux quartiers et infrastructures, les Singapouriens n'ont pas eu d'autre option que de construire des polders. Cette procédure gourmande en sable a permis à Singapour de construire tous ces nouveaux territoires le long de son littoral. Malgré tout, cela reste une ville assez verte qui a historiquement le surnom de ville-jardin, en raison de son climat équatorial qui lui permet d'avoir une végétation luxuriante, mais aussi grâce à ses nombreux parcs. On estime qu'environ 50% du territoire est composé d'espaces verts. Et pour éviter que l'urbanisation ne grignote l'entièreté des espaces naturels, le gouvernement a d'ailleurs décidé de protéger environ 10% du territoire sous forme de parcs et réserves. Certaines sont très connues comme celle de Sungai Buloh ou Bukit Timah, dans laquelle on trouve la colline du même nom qui est aussi le point culminant du pays. Et attention au vertige, la colline fait 163 mètres de haut. Bon, c'est vrai qu'on est quand même loin de l'Everest. Et en raison de son territoire contraint et de sa population nombreuse, Singapour est le deuxième pays le plus dense au monde après Monaco. En effet, avec 6,2 millions d'habitants, le pays a une population aussi grande que le Danemark, mais concentrée sur une taille équivalente à juste la région de Copenhague. Afin de pouvoir subvenir aux besoins en logement sur cet espace, le pays a un grand programme de logement public. Le Housing and Development Board pilote la construction de ces appartements qui sont appelés HBD et sont destinés aux Singapouriens. Aujourd'hui, 80% des habitants vivent dans un HBD et la plupart sont propriétaires de leur logement. Et ce qui caractérise les Singapouriens, c'est la diversité ethnique de la population. En effet, on compte 4 groupes ethniques majeurs qui peuplent Singapour. Le plus gros, les Chinois, constituent plus de 74% de la population. Ils sont suivis par les Malais qui forment environ 13% de la population, puis les Indiens, notamment Tamouls, qui représentent 9%. Les 3,2% restants sont essentiellement des Européens, mais on trouve aussi d'autres groupes ethniques. Cette classification est connue à Singapour sous le nom CMIO, Chinese, Malay, Indian, Others. Cette diversité d'ethnies implique donc une diversité de langues et de religions. À Singapour, on parle anglais, mandarin, tamoul, malais, et on est bouddhiste, hindou, musulman ou chrétien. Très tôt, le gouvernement de Singapour s'est saisi de ce sujet afin d'éviter qu'après l'expulsion du pays de la Malaisie, les tensions ethniques s'aggravent notamment entre les Chinois et les Malais. C'est pour ça qu'après cet événement, le gouvernement a progressivement bâti l'identité singapourienne qui englobe les citoyens des 4 groupes ethniques dans une identité commune. L'anglais fait alors office de langue universelle, mais les langues maternelles sont conservées et l'enseignement est bilingue. Chaque personne suit des cours en anglais et dans la langue correspondant à leur groupe ethnique. La loi est donc faite de manière à garantir l'égalité, mais surtout à garantir la paix entre les différents groupes ethniques. Le Racial Harmony Day est ainsi célébré le 21 juin, date anniversaire des émeutes raciales de 1964.
Au niveau des transports, Singapour est classé par plusieurs études comme le meilleur au niveau mondial en termes de transport public. Vous ne serez donc pas surpris si je vous dis que les transports sont de très bonne qualité à Singapour. Déjà pour commencer, le pays dispose d'un vaste réseau autoroutier qui dessert les différents quartiers. Cependant, pour éviter la congestion, le trafic routier est très réglementé. Par exemple, pour posséder une voiture, il faut payer un certificat valable 10 ans qui peut coûter plus de 50 000 €. En plus de ce certificat, il faut bien entendu aussi payer le coût du véhicule. Et en plus, pour accéder au centre-ville, il faut payer un péage dont le prix varie selon si on y va en heure de pointe ou pas. Bon, du coup, s'il est difficile de circuler en voiture à Singapour, il est cependant très facile de se déplacer grâce au transport en commun. La colonne vertébrale de ce réseau, c'est le MRT, le métro de Singapour. Avec 9 lignes et 187 stations, les 216 km de métro permettent aux Singapouriens d'aller d'un bout à l'autre de la ville sans problème. En plus du MRT, on trouve 3 petites lignes de métro léger qui servent à relier des quartiers aux grandes stations rapidement et un monorail qui dessert l'île de Sentosa. Enfin, un large réseau de bus permet de bien relier tous les quartiers et amener les gens facilement aux stations de métro. Au niveau du train, il n'y en a pas à Singapour, hormis une ligne opérée par KTM, la compagnie malaisienne de transport ferroviaire. Cette ligne relie Singapour à Johor de l'autre côté de la frontière et dans cette gare, les voyageurs peuvent alors changer de train pour aller ailleurs en Malaisie. Avant, cette ligne allait jusque dans le centre de Singapour, mais depuis 2011, elle s'arrête à la station de Woodlands Train Checkpoint dans laquelle s'effectuent les contrôles à la frontière. À l'avenir, cette ligne de train sera même remplacée par le RTS, une ligne de métro moderne et rapide avec une station de chaque côté de la frontière. Au niveau du transport aérien, Singapour dispose du meilleur aéroport du monde selon Skytrax, l'aéroport de Changi. Et rien qu'à voir les photos, on comprend assez vite pourquoi. En tout cas, cet aéroport c'est un hub majeur au niveau régional et beaucoup de voyageurs y passent lors d'escales entre deux vols. On trouve 3 compagnies aériennes à Singapour, toutes basées dans l'aéroport de Changi. Il s'agit de la compagnie nationale Singapore Airlines, de Jetstar Asia Airways et Scoot. Le second aéroport, celui de Seletar, est plus petit et principalement utilisé pour des jets privés. Et pour continuer dans les tops mondiaux, le port de Singapour est le deuxième plus important au niveau mondial après celui de Shanghai. Pour vous dire à quel point ce port est important au niveau mondial, il faut savoir qu'un tiers des conteneurs transportés y passent. Et cette importance dans le commerce mondial a grandement contribué à développer l'économie de Singapour, qui s'est érigée en place forte de l'économie mondiale à l'image de Hong Kong ou Londres. Singapour fait en effet partie des 4 tigres asiatiques, ces pays qui se sont développés rapidement dans la seconde moitié du XXe siècle. Pour compenser leur manque de ressources naturelles, ils ont construit leurs économies sur l'exportation et le commerce. Ça explique donc la place majeure qu'occupe Singapour au niveau des échanges maritimes de marchandises. En plus, les lois assez légères sur les entreprises font de Singapour un quasi-paradis fiscal qui est très attractif pour les multinationales et les entrepreneurs. Cependant, de manière assez paradoxale, le gouvernement est assez présent dans l'économie et contribue à 22% du PIB. Le tourisme est aussi un secteur économique très important pour Singapour, qui est la 5e ville la plus visitée au monde. Et avec ce que je vous ai dit avant, vous imaginez bien que beaucoup de ces touristes sont assez fortunés. Le quartier de Marina Bay, qui se trouve sur le port historique de Singapour, est le principal centre d'affaires du pays et illustre bien sa puissance économique. L'iconique hôtel Marina Bay Sands qui s'y trouve est devenu un symbole au niveau mondial, notamment grâce à sa piscine posée en haut des 3 tours. Il en vient presque à éclipser le Merlion qui est l'emblème de la ville depuis plus longtemps. Donc même si beaucoup d'indicateurs sont au vert et font de Singapour un pays parmi les plus riches, avec l'une des plus fortes concentrations de millionnaires au monde, on y trouve aussi beaucoup d'inégalités, en partie parce que le pays ne dispose pas de salaire minimum comme en France avec le SMIC. En plus de ça, certains pans de l'économie, comme le secteur de la construction, dépend entièrement de la main-d'œuvre étrangère qui est payée bien moins cher. Singapour, c'est donc un pays localisé au sud de la Malaisie qui concentre une population très diverse sur un petit territoire. Pour répondre aux contraintes liées à sa petite taille, Singapour a dû mener des politiques adaptées comme la construction de logements publics, la protection des espaces naturels, la construction de nouvelles terres sur la mer ou encore le développement des transports et la régulation du trafic routier. Grâce à sa localisation et ses atouts économiques, Singapour a donc pu devenir une place forte de l'économie mondiale et un hub majeur pour les transports aériens et maritimes. Tandis que pour certains, Singapour est un exemple à suivre, pour d'autres c'est un pays certes démocratique, mais qui reste semi-autoritaire sur bien des aspects. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des trucs sur Singapour, qui est un pays assez unique et vraiment particulier. Si vous avez des questions ou des propositions de pays desquels je pourrais parler dans la prochaine vidéo géographie, c'est dans la section commentaires que ça se passe. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne.